Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance et le privilège d'aller visiter la ferme aquaponique du Pays Gex. Donc c'est une ferme qui est à Versonex exactement et donc ils nous font le plaisir de nous ouvrir leurs portes pour voir un petit peu leurs infrastructures et leur mode de fonctionnement. Voilà, bon visionnage à tous. Bonjour Michel, Bonjour, merci de m'accueillir je t'en prie Timothée. à la ferme aquaponique du Pays Gex. Est-ce que tu peux me présenter brièvement toute ton installation Bien sûr, on va pouvoir circuler au travers des différentes zones. On montrera un peu la partie du maraîchage qui s'ouvre à vos yeux là. On ira voir la partie des poissons qui est très intéressante. Et on pourra s'expliquer sur la synergie qui existe entre les poissons, l'élevage des poissons et l'élevage des plantes. Et puis on ira aussi voir les tables à semis, l'endroit où on fait pousser tous nos plants, puisque en fait 100% des plants que nous faisons pousser sont semés par nous, graines bio exclusivement. Et on va découvrir tout ça. Super. Merci Michel pour ton accueil. Allez, c'est parti. Ici, c'est la zone semis, la zone à partir de laquelle tous les plants vont partir dans notre système. Et en fait, toutes ces tables sont reliées au bac de culture par des tuyaux qui prélèvent de l'eau dans le système de culture, remplissent la table à marée de sorte que le niveau d'eau, vous voyez, c'est des récipients d'eau. On fait monter l'eau jusqu'en bas des pots pour que les pots puissent être bien humides. Ces petits pots eux-mêmes sont très aérés et on utilise un substrat en cocoperlite complètement inerte, ce qui fait que la plante est en réalité tout le temps à un degré optimum d'hygrométrie et d'oxygène. Et au bout de quelques semaines, on peut le voir sur ces blettes là, les plantes font des racines et c'est ces plantes là qu'on va introduire sur nos fameux radeaux flottants. Bien sûr. Donc c'est bien parce que du coup, vous partez de la graine jusqu'au fruit, c'est quand même Oui. une démarche qui est assez noble aussi. Oui. Et nous, on a fait le choix, toutes nos graines sont certifiées agriculture biologique, même si on n'a pas le label. Mais donc on va tout à fait à fond dans la démarche pour avoir des produits de la qualité la plus haute possible. Bien sûr. C'est beau, c'est beau. Voilà. Et puis c'est tellement attirant apparemment. Ça, ce sont nos micro-pousses, c'est réservé aux restaurateurs. On voit par exemple ici des micro-pousses de petits pois. Alors ça, c'est absolument fantastique, ça a le vrai goût du petit pois. Ah ouais, ça je vais goûter, j'ai jamais goûté ça. Ça, c'est vraiment... Oh oui. C'est étonnant, on dirait vraiment un petit pois, mais sans la cosse. Alors moi qui n'aime pas trop les micro-pousses honnêtement, Ouais. là ça me fait réfléchir parce que ça c'est vraiment bon. Puis ici, là, ça, c'est ce que c'est de la coriandre, ça. Ok. La micro-pousse de coriandre. Ouais. Ok. Et ça, si on goûte... Oh, Merci. ça, c'est... Oh oui. Ah, c'est puissant, hein. Oh, C'est puissant. Hein. Là, dans une salade, il n'en faut pas beaucoup pour donner tout un goût à une salade entière. Yeah, c'est clair. On fait aussi de la bourrache, on voit là-bas. Oui. Du radis pourpre. Toutes ces petites plantes que les restaurateurs utilisent pour décorer leurs plats. Bien sûr. C'est vrai que ça fait des jolies couleurs qui sont Et puis, là, on avait acheté des plants de fraisiers pour les mettre en culture. Mais on les a laissés ici parce qu'en fait, au bout de quelques semaines, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des oiseaux qui sont venus faire leur nid. Oh. Et il y a eu 3 nids en tout. On a eu une quinzaine de naissances. Et donc on s'est dit qu'on les laissait parce que ça attire des petits oiseaux. Donc c'est assez rigolo. Donc la LPO aussi. Il pourrait, oui. C'était pas volontaire, mais c'était. Les parrains 15 fois alors. Voilà, c'est ça. Incroyable. On voit. Bon, ouais là. Voilà, ils sont tous partis là. C'est un peu la nature quand même. Hein. Ne dites pas que c'est pas de la nature ça. Et puis ici, on a nos plants orphelins qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre dans notre système, mais qui sont déjà bien poussés, comme par exemple des poivrons. Ah oui. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'ils finissent par prendre racine dans la table. Ces plants, quand ils restent trop longtemps, ceux-là, on les a soulevés il n'y a pas longtemps, celui-là. Ouais. Mais c'est vraiment rigolo. Voilà, on voit là. Oui.
ils prennent racine. Bon, on a un peu trop attendu, quoi. Ouais. Super. Voilà, ici les plantes aromatiques, là. Tous les persiplas, le basilic. Il y a du basilic réglisse. Ça, c'est un goût de réglisse assez étonnant. Un basilic cannelle aussi. Différents types de basilic pour surprendre un peu nos clients. Et puis, en fait, permettre de découvrir d'autres saveurs, des nouvelles saveurs. Et puis, de laisser l'imagination libre aux cuisiniers en herbe. Bien sûr. Pour changer un petit peu des choses qui sont faites Oui. ici et ailleurs. Ouais. Et donc les canaux de distribution, que ce soit du poisson ou du légume, comment ça se passe? Alors nous, l'objectif principal, c'est de vendre notre production à la ferme. On a la chance de se situer à l'épicentre d'un triangle au nord du Pays de Gex, entre Gex, Divonne et Ferney-Voltaire, les 3 grandes villes du Pays de Gex. Le Pays de Gex fait 90 000 habitants, ces 3 villes, plus leur conurbation, à elles seules en font plus de 50 000. Donc la plupart de nos clients en fait ont moins de 10 km à faire en vélo ou en trottinette ou à pied ou en voiture pour venir en fait acheter leurs produits à la ferme. Mais beaucoup de nos clients en fait habitent dans le quartier et en fait passent plusieurs fois par semaine pour acheter les produits dont ils ont besoin. Et quand ils ne sont pas en boutique, en fait on va avec les clients dans la serre pour couper ce dont ils ont besoin, puisque c'est des clients habituels, donc ils connaissent bien et ils connaissent la qualité des produits. Et ils recherchent la fraîcheur qui est introuvable ailleurs en grande distribution. Alors ça, c'est pour la clientèle très locale. On travaille avec les restaurateurs, comme on a pu le voir, avec différents produits un peu spécifiques. Et puis, on est en train de développer beaucoup le secteur de la restauration collective, puisque la loi Egalim maintenant impose à tous ces restaurants collectifs d'avoir un très fort pourcentage, une 50% de produits locaux et à l'intérieur 50% de produits bio. Et nous, dans le Pays de Gex, il n'y a quasiment pas de producteurs bio. Donc ça, c'est en fait l'opportunité de donner la chance aux enfants, à nos enfants, de goûter des vrais produits frais, locaux, et de découvrir des saveurs dont ils n'ont pas connaissance, parce que en fait, malheureusement, les produits qu'ils achètent d'ordinaire ne sont pas aussi goûtus, aussi frais. Et il y a 2 ou 3 chefs cuisiniers dans ces restaurations collectives qui sont vraiment totalement emballés, et c'est des gens très progressistes et qui, eux, ont souvent à faire face à une problématique qui est que les cuisiniers qu'ils emploient, en fait, parfois ne savent pas vraiment préparer les légumes, parce qu'ils sont habitués à recevoir des légumes tout faits, épluchés, lavés, et en fait, c'est même la perte d'un savoir cuisiner quelque part. Donc ça a plein de conséquences un peu inattendues, dont celle de refaire cuisiner les cuisiniers, ce qui est quand même pas banal. C'est clair. Et donc aussi Intermarché, alors j'entendais là. Voilà, on a quelques partenariats avec en particulier Intermarché là, qui sont 2 personnes que j'avais été voir au début du projet et qui tout de suite l'ont soutenu, et qui vraiment prennent tous les produits qu'on produit et qu'on a en trop en réalité. Et donc il y a une entente avec eux qui nous permet, nous, d'écouler les produits qu'on n'a pas pu vendre au magasin localement, et le tout à des prix tout à fait corrects et bien loin de l'image qui est véhiculée généralement par la grande distribution. Pour le coup, ils ont même organisé une petite tête de gondole avec notre logo et nos produits qui figurent à un bon endroit du magasin. Donc pour ça, c'est vraiment très très positif. C'est bien, il faut le dire aussi, parce qu'on a tendance Ouais. à un petit peu faire du mal à la grande distribution, et à juste titre, parce qu'il y a eu des choses un petit peu visibles. Et puis, il faut aussi dire quand ça va et quand ils font des bonnes choses. C'est vrai, et puis nous, on a eu pas mal de discussions ici avec l'équipe, parce que certains d'entre eux étaient très très opposés au fait de vendre en grande surface, parce que les grandes surfaces n'ont pas la réputation de vendre des bons produits. Mais moi, l'idée, c'est que si on est distribué en grande surface, ça veut dire qu'on donne à encore plus de gens l'opportunité de consommer des produits de qualité, et dans la mesure où le prix agréé est correct, et c'est le cas avec Intermarché, tout le monde est gagnant. Tout le monde veut acheter des produits de qualité. Moi, je m'y retrouve du point de vue commercial, et à la fin, les productions, comme vous avez pu le voir, sont quand même conséquentes. On a plus de 100 kg de tomates par jour là. Donc quand on a eu des courgettes, on a eu 300 kg de courgettes en moins de 2 semaines. Cet hiver, on a fait
1 tonne de fèves et 800 kilos de blettes. Donc c'est quand ça pousse et que ça démarre et que le moment est juste, ça produit vraiment beaucoup ce mode de culture, hein. Bien sûr. C'est une chose à gérer aussi. Non, c'est bien, et puis en plus, on change le système de l'intérieur en proposant des produits de qualité à Ouais. grande distribution. Je pense que c'est la meilleure des Ouais. choses à faire. Parce que c'est bien de se plaindre Mais oui, je pense que c'est des changements qui mettront un peu de temps sans doute, bien sûr, mais qui viendront. des acteurs Mm. principaux, c'est-à-dire les producteurs, quoi. Et ça, c'est chouette. Voilà, ça, on se régalera cet hiver avec des choux chinois, des choux kale, des choux pointus, des brocolis, toutes sortes de choux qu'on est en train de planter en préparation de la saison d'automne et d'hiver. Donc ils sont encore un peu petits, mais voilà, Ouais. on voit qu'ils commencent déjà à... Le tissu racinaire est là, Voilà, c'est de bonne augure. voilà, Super. voilà, puis C'est vrai qu'ils sont grands, hein, les plants. Là. ouais, on avait... On a commencé à... Ah bah là, Ah, non si tu veux des plans, ça te fera un plan de coupe si tu veux. Ah bah là, ouais. Voilà. Comment ça pousse pas? Là, il y a la masse racine tout partout là. Puis Alors, qu'est-ce que vous cultivez un petit peu dans cette serre là? en fait, on cultive toutes sortes de légumes feuilles. C'est-à-dire en fait quasiment tout ce qui n'est pas tubercule. On ne peut pas faire de carottes avec cette technique, on ne peut pas faire de pommes de terre, de choses comme ça. Mais par contre, tout ce qui est légumes feuilles, les aubergines, les concombres, les tomates, comme on le voit ici, tout ce type de feuilles et les plantes aromatiques qui, comme on le voit là, ont bien souffert les 3 dernières semaines de chaleur, hein. On voit les ciboulettes qui sont bien mal en point. Donc c'est ça le genre de choses qu'on fait. Ouais, bien sûr. On peut... Il y a pas mal de plantes condimentaires là. je Ouais. vois. Alors on fait bien sûr toute la famille des plantes aromatiques. Ça peut aller de la menthe à la sauge ananas, une plante vraiment extraordinaire qui a une odeur d'ananas. Ça c'est très subtil. Aussi parce que j'aime bien. On a bien sûr plusieurs familles de basilic. On voit les ravages que le soleil a fait sur les plants de basilic genovese qui reprennent gentiment mais lentement. Par contre, on voit ici le basilic citron a tenu un peu mieux, mais il est quand même très abîmé. On a également du basilic thaï. Ça, c'est fantastique sur une pièce de porc là, cuisinée à la thaïlandaise avec une noix de coco, un jus de noix de coco ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, Ça me donne des idées. Merci. c'est vraiment délicieux. Ah, ouais. Ah, il a une vraie saveur, ouais. C'est incroyable. Là, on voit les trucs auxquels on est confronté, puisqu'on n'utilise aucun produit chimique. Nous, en fait, c'est un système symbiotique entre les poissons et les plantes. L'eau des plantes circule en permanence vers les poissons et l'eau des poissons circule en permanence vers les plantes. Et les poissons, c'est très sensible à tout ce qui est pesticides et insecticides. Donc on ne peut pas traiter avec aucun produit chimique tous nos légumes, sans quoi l'eau de ruissellement finirait dans les bacs qu'on voit en dessous et qui alimentent le réseau des truites. Donc nous, nos produits, il y a absolument 0% de tout produit chimique. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même de l'ajout de fer chélaté? Alors ça, c'est pas dans la catégorie des produits chimiques, mais effectivement, on est obligé de complémenter l'eau selon les besoins, parce que la nourriture distribuée aux poissons se transforme en nitrate et d'autres oligo-éléments, mais il n'y a pas tous les oligo-éléments, mais il n'y a surtout pas les micro-éléments, c'est-à-dire le cuivre, le manganèse, le bore, dont il faut des dilutions extrêmement infimes, mais qui sont absolument nécessaires à la croissance des plantes. Donc ça, on fait des ajouts, mais pour vous donner une idée, sur un système qui fait 300 000 litres d'eau qui circule, on rajoute chaque mois 10 grammes de cuivre. Oui, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est absolument minuscule, mais c'est indispensable. Et on voit comment on ne peut pas traiter contre les insectes nuisibles, comme par exemple ces punaises. On est obligé de trouver des solutions alternatives pour chasser les prédateurs. D'accord. Alors on utilise 3 méthodes. La première, c'est par aspersion des plantes. Donc on fait des bouillies de purin, des décoctions de prêle, du purin d'ortie, des choses comme ça.
et on vaporise sur les plantes. Ça chasse beaucoup de prédateurs. L'autre façon, c'est en fait d'utiliser les plantes aromatiques comme des plantes auxiliaires qui chassent elles-mêmes certains prédateurs. Et en particulier tout ce qui est les basiliques, les persils, les choses comme ça, les insectes prédateurs n'aiment pas du tout ça. Donc ça a bien protégé nos pieds de tomates pendant un bon moment. D'accord. Et ce sont les deux principales méthodes. Et la troisième méthode, c'est en introduisant des insectes prédateurs qui en fait ont la particularité de ne jamais s'attaquer aux plantes et de se nourrir des insectes qui se nourrissent de plantes et de se développer 10 fois plus vite qu'eux. Et donc au bout de 2-3 semaines après lesquelles on a introduit ces insectes prédateurs, en fait les mauvais insectes entre guillemets disparaissent. Finalement, il y a tout un écosystème en fait qui permet de se passer tous ces produits. Quoi. Oui, d'autant plus qu'on le voit, la serre est ouverte, on peut voir en haut. Donc il y a des tonnes d'insectes qui rentrent par les toits, par les portes, et on laisse tout volontairement ouvert parce que plus il y a de diversité, plus il y a des insectes qui vont se faire la guerre entre eux, et ça évite la surpopulation d'un certain nombre d'insectes. C'est des problématiques qu'ont certains maraîchers en pleine terre, puisqu'ils voient leur culture détruite par un seul type de ravageur, et sauf à traiter totalement le champ, on ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Bien sûr, c'est plutôt intelligent votre manière de faire les choses. Je Du coup, ne l'ai pas inventé. Hein. Je l'ai Non, pas on n'a inventé. rien inventé, mais c'est bien parce que du coup, laisser faire la nature au lieu de se battre contre elle, c'est beaucoup moins épuisant. Quoi. Ça, c'est Ça sûr. marche. C'est sûr, oui, oui. Ça, c'est chouette. Alors il y a un travail énorme à faire, en particulier avec les tomates, puisqu'il faut enlever les gourmands régulièrement, parce que comme les plantes trempent dans une solution très nutritive, issue des effluents des poissons, elles poussent sans cesse, et on voit là des plants qui font 4 ou 5 mètres. Et il faut donc couper les gourmands sans cesse, mais la journée ne fait que 24 heures, et il faudrait avoir une équipe beaucoup plus nombreuse pour que tout soit parfaitement tenu comme ça devrait l'être. Bien sûr. Voilà. Ouais, ça fait des beaux fruits quand même. Hein. Oui. Des fois, c'est vrai qu'on entend parler de l'aquaponie, comme l'hydroponie. Hein. Généralement, les gens font un petit peu l'association et puis ils disent ouais, bon, ça c'est des fruits qui poussent dans la flotte et qui n'ont pas de goût. Non. Non, en fait, non. Ouais. Ça fait des Non, gros fruits qui sont pas gorgés de flotte, comme on peut entendre sur le net, et qui sont pleins de... Bon, il y a des études qui ont été menées aux États-Unis dans les années 90-2000 avec des tests à l'aveugle sur des fruits et légumes issus de production aquaponique contre des fruits et légumes produits en culture classique, et en fait les gens étaient incapables de détecter la différence entre les deux produits. Bien sûr, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Puis on voit quand même surtout que les fruits se portent bien. On a des queues. Faut pas que le fruit soit plus gros, moi je vous le dis. Hein. Avant-hier, on a sorti une cœur de bœuf comme ça qui faisait 1,4 kg. 1,4 kg là. C'était comme un ballon de handball. Une salade de tomates avec une demi-tomate. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, elle commence à... Là, on voit les belles grappes là. Les beaux fruits là. Tout. Et là, avec la canicule, la consommation d'eau, elle a été bien supérieure? Alors oui, nous, on utilise l'eau de pluie pour en fait compenser l'eau qui est utilisée par les plantes pour leur croissance. Et bien sûr, il n'a pas plu pendant plus de 50 jours ici, et donc notre bac d'eau de pluie était vide, donc on a été obligé d'introduire de l'eau du réseau, mais ce n'est pas la façon normale de fonctionner. Mais les circonstances, comme on l'a vu, sont complètement exceptionnelles cette année. On a vu une conséquence sur les plantes qui est que toutes les feuilles se sont recroquevillées. Ça, c'est la stratégie de la plante pour éviter d'avoir une évapotranspiration trop forte. Elles se replient, mais elles stoppent leur croissance aussi. Donc, et on a une période où les fleurs ne pollinisaient plus, elles mouraient, elles avortaient, comme le terme technique est précis. Et maintenant, ça repart. On voit ici une plante qui a souffert de la chaleur. Elle est toute sèche. Mais on voit en revanche que maintenant... les températures, oui, descendant, on a beaucoup moins de ce type de problème. Puis la tomate, ça va vite, quoi. Ouais. C'est incroyable. Non, puis on a... Donc là,
là, on a 200 millilitres d'eau, c'est ça, du côté culture? Oui, Avec, donc c'est du raft, hein. oui, 100% raft? Ou il y a oui. d'autres Non. méthodes de culture? On a choisi 100% raft, mais on a la possibilité avec le design de ces bacs d'en convertir une rivière entière en pouzzolane ou autre substrat solide. Bien sûr. L'hydraulique fonctionnera. Après, c'est une question de temps d'entretien puisque régulièrement il faut sortir les substrats. Et chacun des bacs ici, il y a 15 bacs qui font 44 mètres sur 1,20 m sur 35 cm. Donc ça fait plusieurs tonnes de substrat à laver et pour l'instant on a déjà fort à faire avec l'exploitation telle qu'elle est. On verra si on convertit une partie de ces bacs en substrat. On verra, c'est un développement. Oui, je pense que dans le temps passé, Ouais. la photo, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Ouais. Bon, enfin, ça c'est mon avis personnel. Ouais. Mais c'est vrai que Un comme peu. au mètre carré, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de faire. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais Et donc, c'est quel bureau d'études qui a fait la conception c'est de l'eau à la bouche, Monsieur Biton, qui est situé au Pout à côté de Bordeaux D'accord, et qui monte des projets d'aquaponie comme celui-là. bien sûr. Ok, super. Mais ouais, ça faut, tu vois, faut Et c'est la venir. nature. Mais il faut bien surveiller parce que évidemment le pourrissement des fruits ça attire beaucoup de nuisibles Ouais. et donc il y a un travail d'entretien énorme à faire pour se débarrasser. Si vous voulez, c'est pas vendable ce type de fruits, mais si on enlève la partie qui est abîmée, en fait on a un fruit qui est parfait. Ouais, super. Voilà. Et tu fais un petit peu de conversion en sauce tomate? Voilà, on a donc un laboratoire dans lequel on transforme nos produits, surtout en prévision de l'automne où c'est une saison un peu plus calme du point de vue de la production, mais pendant laquelle nous on vendra nos coulis de tomates, nos sauces pimentées, nos cornichons bien sûr, et tout un tas de produits divers et variés que les visiteurs auront le plaisir de découvrir quand ils viendront à la ferme. Ah, super. N'hésitez pas à venir vers Sonex, la ferme du Pays Gex. Ouais, là, évidemment, je suis juste en train de faire une sorte. Ouais, encore une fois. Hein. Ouais. Ah, voilà. C'est un fruit qui est beau quand même. Ah, c'est magnifique ça. Il Et n'est puis- pas gorgé de flotte, quoi. On voit que c'est quand même. Tu peux Ah goûter. bah oui, oui. Mhm. Je suis un gourmand moi aussi. Merci Michel. Non, c'est vraiment, Ah ouais. c'est vraiment bon. Voilà, on cultive d'autres types de fleurs. On voit ici d'autres types de plantes aromatiques, par exemple du shiso ici, Bien sûr. qui est une plante qui a un goût de cumin très subtil. Qui pousse pas très bien hein, d'ailleurs. Hein. C'est un peu envahissant. Il vient un petit peu sur Ouais. le chemin. Je vais. Ouais, Bonjour dis-moi. Achille. Bonjour monsieur. Le fils de Michel et Hélène. On voit une des conséquences de l'arrivée des ravageurs, ça c'est des acariens qui se sont mis sur nos plants de pastèques et qui a ruiné complètement la croissance. Et ça c'est l'introduction par exemple de prédateurs d'acariens, Ok. les swirskis qui sont d'autres petits acariens mais qui se nourrissent d'acariens. D'accord. C'est la lutte intégrée. Et on voit que ça touche certains nombres de plantes parce que on voit là-bas les aubergines qui sont légèrement brunes. Elles ont toutes brûlé, enfin les acariens les ont mangées. Par contre, on voit tous les poivrons qui sont ici et qui sont parfaitement verts et pas du tout touchés par ce type de nuisibles. On fait aussi quelques spécialités pour des restaurateurs, comme par exemple ce basilic mexicain qui a un goût d'anis assez extraordinaire. Ah oui, il est un peu plus épais. Ouais, Il est, la feuille est plus épaisse, Ouais. mais c'est très très aromatique ça. ouais, carrément. Oh, ça me donne plein d'idées, ça. Bravo. Voilà, ça c'est la nouvelle génération des plants de courgettes pour le D'accord. mois de septembre, qui voilà, on voit qu'elles fleurissent bien, elles vont commencer à développer des fruits. Bien sûr. Et puis ici on arrive dans la section de nos piments, puisqu'on produit du piment de 4, 5, 6 différentes sortes, Ok. dont le piment Angoria, qui est le piment utilisé dans le Pays Basque pour faire le piment d'Espelette.
Donc nous, on le prend frais et on fait des terrines de truite à tartiner. 50% truite fumée, 50% d'une spécialité fromagère pasteurisée et on l'aromatise avec ce piment Goria. J'essaye d'en trouver. Ah ben voilà. Voilà. Ah, oui. Là, certains commencent à rougir. Il faut leur donner un peu de temps. Voilà, il y en a un Ils autre. sont un peu plus longs que les autres ou... Non, c'est exactement cette variété là. D'accord. Alors ça, c'est bien goûtu. Ouais. Mais oui, on a, voilà le résultat sur les plants d'aubergines qui sont morts et les fruits sont tout à fait abîmés, invendables. Bien sûr. Et il faut qu'on les sorte de notre système pour les remplacer par d'autres légumes d'automne maintenant. Moi, ça c'est, il faut les regarder. Ça c'est des piments habanero. Ils sont, Ah oui. voilà, ceux-là là. Ah, ils sont très très forts ces piments-là. Et puis ils commencent quelques-uns commencent à jaunir et on attend qu'ils soient bien rouges. On a ici des piments Aurora, là, les petits piments violets sont aussi assez rigolos, très jolis, très aromatiques la peau. Ouais, voilà un petit Ouais. peu. Et puis en fait on voit dans le plan ici, ils deviennent ils rougissent orange et rouge, là on les voit. Il y en a plusieurs par grappe. C'est vraiment très beau, ouais. C'est très esthétique en plus. Et puis ça, le classique langue d'oiseau là. Bien sûr. Tout ça, voilà, on voit toutes ces plantes. Ça c'est pour un peu de lutte de plantes auxiliaires de la menthe et du piment au milieu des aubergines. Okay. Pour les protéger, mais on voit que c'est pas super efficace parce que là il y a quelques cadavres. Et du coup la menthe elle permet, tu sais ce qu'elle permet? Elle fait fuir pas mal d'insectes. Après moi je suis pas entomologiste et malheureusement ce serait une connaissance à avoir mais qui nécessite vraiment beaucoup d'études pour réussir à identifier à chaque fois quels sont les prédateurs et quels sont les prédateurs de prédateurs. Mais il y a quelques sociétés qui sont spécialisées là-dedans et qui donnent des très bons conseils. Moi j'ai beaucoup affaire à Phytoval. Qui sont vraiment très compétents et qui aident beaucoup justement les personnes comme nous, les maraîchers de plein champ ou sous serre à déterminer des stratégies de lutte contre les ravageurs. On voit là-bas tous les poivrons qui commencent à rougir, là on en voit 2 ou 3 là-bas. Ouais, c'est très sympa, on voit que ça produit très fort. On voit une courgette là-bas qui est toute seule prête à être cueillie, là, qui traîne dans le système. Ça fait combien de plants là en tout, là en pleine saison? Difficile à dire, j'ai pas compté, mais 4, 6. Ça fait combien de rangées là? Il y a, je sais pas, il y a 4000 ou 5000 plants là. 5000 plants, là, ça commence à causer. Quelque chose comme ça. Ouais. Ça commence à causer. On voit qu'il y a assez de nutriments, j'arrive pas à passer. Oui. Ça pousse bien, il n'y a aucun souci. Ouais. Donc là on est sur le chemin d'accès aux planches de culture. Voilà. Vous voyez que ça déborde un peu, ça pousse. Oui. Il n'y a pas de souci. On voit ici, ça c'est des plants qui nous restaient sur une table à semis qu'on n'avait pas utilisés et on s'est dit bon bah tant pis on les plante et puis voilà. Là il y a plus de... Voilà, ils font... de fruits que de feuilles. Ça pousse tranquille. Incroyable. C'est vrai qu'en plus ils ont de la place là. Oui, exactement. Ouais. C'est top. Là, ça justement, les UV, ça a été un peu une bataille cet été parce qu'il y avait une très forte luminosité et pratiquement jamais de nuages. Donc ce qu'on a fait, c'est on a chaulé la serre, c'est-à-dire couvert les pans sud avec de la chaux. Éteinte, c'est un minéral naturel qu'on dilue dans l'eau et qui donne cette couleur blanche et qui amène une opacité, surtout on peut le voir ici sur les pans, et qui permet de réduire le rayonnement solaire parce qu'il y a bon nombre de plantes en fait qui n'arrivent plus à croître correctement quand le soleil est trop fort. Ah ouais, bien sûr. Et puis ce qu'on fait en fait quand on enlève les gourmands dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui sont très gros, donc on les met tout seul quelque part
Et puis voilà, ça c'est un gourmand qui a été planté il y a 4 semaines. Et il refait un pied de tomate tout seul comme un grand. Là, il coûte pas cher en semis, ouais. Non, C'est pas mal. non, c'est du recyclage. Et je vois que le cresson, il est encore en bonne santé, quoi, parce que c'est plus trop la saison. Ouais, non, mais on doit l'enlever là bientôt parce qu'on va remplacer ces cultures. Il est très très fort. Ouais. Hein, ça pour les mesclins, c'est absolument fantastique. Hein. Oh, ouais. Quelques feuilles suffisent à donner vraiment un peps et le goût est vraiment Ah ouais. très bon, mais il est un peu en fin de vie là. Puis c'est quelque chose qui est très recherché. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui font appel à moi aussi pour pouvoir produire du cresson. Ah oui. Parce que c'est compliqué de trouver du cresson bonne De qualité, cresson frais, oui, absolument. Et là, en aquaponie, ça marche vraiment très très fort. Ouais. bien sûr. On voit bien là, il n'y a pas de secret. Bah, les œillets d'Inde, le bouquet d'œillets d'Inde, c'est un autre exemple de lutte intégrée. Ça, c'est vraiment une plante que tous les jardiniers connaissent, puisque c'est une plante très répulsive pour vraiment beaucoup d'insectes. Ça. Et puis, on voit de nouveau la conséquence des acariens, de l'invasion des acariens. Là, elles se sont régalées avec tous les melons à cet endroit-là. Et malheureusement, on voit que la production elle est tout à fait réduite. On a à peu près 10% seulement de ce qu'on devait avoir comme melon. Mais ainsi va la nature et on ne peut pas toujours obtenir les résultats qu'on voudrait. Oui. Plein de cultures, on sait que là on a réussi, et ça c'est chouette. C'est sûr. Là, c'est là. Il y a quand même beaucoup plus de réussite que d'échecs. Oui, bien sûr. On voit la saison qu'on a passée. Mais c'est-à-dire ce type de culture en pleine terre, ça aurait déjà consommé des centaines de milliers de litres d'eau. Ce qui est un des enjeux du futur, comme on le sait, comme on en a fait l'expérience cet été. Le manque d'eau, une chaleur intense. Et ce sont des phénomènes qui vont se reproduire dans le futur. C'est pour ça que la FAO préconise l'aquaculture comme mode de production de protéines et de végétaux du futur, parce que c'est un système extrêmement économe en eau hein, et avec une qualité de produit qui est semblable à la culture en pleine terre. Tout à fait. Là, on va passer dans les rangs de haricots. Là. On cultive plusieurs variétés, dont celle-ci, là, les haricots améthystes, et qui sont des haricots qui n'ont pas de fil. Il y a zéro, ça c'est bien ça. il y a zéro de fil. Et même si tu oublies un petit peu de les ramasser. Non, même en grossissant, il n'y a pas de fil, ils sont fantastiques. Ils sont très bons, ils deviennent verts à la cuisson, mais ils sont vraiment très bons. Ok. La variété, rappelle-moi, excuse-moi. Améthyste, Améthyste, d'accord. des haricots améthystes, oui. Puis on voit les haricots verts normaux de ce côté-ci, là, qui poussent. Ah, et puis les punaises. Ouais, on voit encore des punaises là. Et ouais, c'est la nature, les amis. Ça. Bon, et là, on voit il y a certaines plantes qui nécessitent vraiment beaucoup plus de travail, comme par exemple les haricots. C'est vraiment très fastidieux et très long à ramasser. Bien sûr. Il y a plein de c'est punaises. chiant, Voilà. punaises. Il y a une famille là. Ouais. Ça, on peut malheureusement pas y faire grand chose. Voilà, on voit sur le côté droit, ça ce sont nos cultures de salade. Donc on voit la façon dont c'est fait. On approche les salades qui sont prêtes du bord, puisque c'est là-bas qu'on prépare nos commandes. Et puis on remplace les salades qui ont été vendues par des nouveaux plants qui viennent de notre table à semis. Et que c'est comme ça qu'on voit les différents âges des différentes salades. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on est un peu victime de notre succès, parce qu'on a la deuxième génération est encore trop petite pour être vendue, et la semaine prochaine on aura des plaintes de nos amis restaurateurs. Tous les maraîchers pouvaient avoir ce problème. Ouais, ça c'est sûr. Ça veut dire que même les grands restaurateurs comprennent aussi que c'est des produits de haute qualité, quoi. Oui. En réalité, ils savent très bien avec nous, parce qu'ils ont tous ceux que l'on livre ont visité la serre, et ils savent très bien qu'on est quand même sujet, comme en maraîchage traditionnel, aux aléas climatiques, et on ne peut pas tout contrôler. Donc parfois, il y a certains produits qu'on n'a pas. C'est comme ça.
Ça, on fait une tentative de faire repousser des concombres pour voir si on arrive à tenir des concombres jusqu'à fin septembre, début octobre. Ils se développent bien pour l'instant et on voit qu'on commence à avoir des fleurs qui vont apparaître. Alors on croise les doigts. C'est bon signe. Voilà. Oui. Ce qui après, la complication après vient de l'ensoleillement, de la période d'ensoleillement. Parce qu'il y a beaucoup de ces légumes d'été qui ont besoin de beaucoup de soleil et quand le temps devient plus doux, c'est pas tant un problème parce qu'on est sous serre, mais c'est surtout quand la durée du jour diminue. Ça ne favorise pas la croissance des plantes. Bien sûr. L'amarante passion, ça c'est un peu le coin des restaurateurs. Il y a des jeunes feuilles pour faire tous les mesclins, de l'amarante passion, de la roche rouge, de la sorel. On voit là-bas des fleurs de bleuet qui sont un peu cuites après l'été, mais qu'on vend bien quand elles sont. C'est quoi? C'est une famille une plante de la famille de l'oseille. Okay. Ça présente un peu les mêmes caractéristiques gustatives, mais en très très petites feuilles. Ça ressemble à des feuilles de betterave avec des nervures rouges, très délicates. C'est vraiment joli sur une assiette. Ah, puis c'est joli, ouais, c'est clair. On fait par exemple des fleurs comestibles pour les restaurateurs. Ça, on a des reines marguerites sur les desserts, des tons pastels absolument magnifiques. Okay. Et ça, on livre les fleurs aux restaurateurs. Elles ont été cueillies 1 ou 2 heures avant qu'elles soient dans l'assiette des clients. Donc, du point de vue de la fraîcheur, c'est complètement imbattable par rapport aux autres options qu'ils ont, qui viennent toujours de l'étranger et loin et en camion. Ouais, et puis voilà, donc, exactement, comme tu dis, il y a l'empreinte carbone aussi qui est quand même un oui. petit peu importante quoi, pour être cohérent avec votre projet. Ce qui est d'ailleurs fort regrettable dans le label bio, puisqu'il n'y a pas vraiment de critères d'émission de CO2. Donc on peut finir par avoir des noix de cajou du Pérou ou des haricots bio du Kenya, mais qui ont juste passé des centaines d'heures à bord de bateaux qui brûlent du fioul lourd et qui ont ensuite été stockés en chambre froide pour être livrés aux clients. Et ça fait partie des choses qu'il faudra faire évoluer pour que précisément l'aquaponie qui mériterait un label plus que bio, parce que non seulement il y a 0 intrant chimique, mais en plus la fraîcheur et le côté local fait que les clients peuvent acheter des produits qui n'ont pas traversé la moitié du globe pour arriver dans leur assiette. Exactement. Oui, puis je pense qu'il y a un petit souci aussi à ce niveau-là, dans le sens où les gens confondent le label bio et le naturel. Oui. Le bio, c'est un label. Donc effectivement, comme tu l'as très bien dit, Michel, l'aquaponie ne remplit pas le cahier des charges bio parce que en fait, les plantes ne poussent pas dans la terre. Voilà. Donc, voilà. Ce qui est paradoxal comme critère parce qu'en fait, c'est la terre qui apporte un grand nombre de nuisibles dans les plantes, en particulier des maladies fongiques que nous, on n'a pas du tout. Et d'autres maladies cryptogamiques, mais c'est la terre qui est porteuse de ces bactéries. Donc il y a vraiment du pour et du contre. C'est un grand sujet de discussion pour les prochaines années, je pense. Oui. On va peut-être aller voir les poissons. Avec plaisir. Donc nous ici, ce sont des truites qu'on a dans notre exploitation. Et elles sont réparties dans différents bacs d'élevage. On peut voir ici nos grosses truites. Des belles cocottes. Voilà. Qu'on va donc continuer à maintenir vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir lever des filets et fumer des filets dans notre laboratoire pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr. Voilà. Bon problème. Oh, ça nous brille, hein, parce qu'on entend dans le village. Voilà. Superbe. Le poumon de cette installation, c'est le biofiltre, c'est-à-dire l'endroit où se passe la transformation des effluents des truites qui sont de l'ammoniac, de l'urée, en nitrite, puis en nitrate. Et ça, c'est absolument indispensable parce que l'ammoniac et le nitrite sont toxiques et mortels pour les poissons, alors que le nitrate est bénéfique pour les plantes. Et cet endroit permet en fait cette transformation naturelle qui se fait dans un lac, dans un étang. C'est exactement le même principe. Des bactéries qui font cette transformation et qui permettent d'envoyer aux plantes de l'eau pleine de nitrate
Les plantes utilisent tous les oligo-éléments dont elles ont besoin. C'est une sorte de phytoépuration en réalité, et elles retournent l'eau filtrée aux poissons. Et ce système est répété chaque jour, de façon continue. Et c'est réellement le poumon de l'installation. Si cette partie-là de l'installation vient de ne plus fonctionner, malheureusement, c'est une mort assez rapide de toutes les truites parce que le niveau d'ammoniac dans l'eau va augmenter de telle façon que les truites seront complètement intoxiquées. Donc c'est une partie très, très importante de notre installation, ça. D'accord. Et donc là, à peu près par an, vous arrivez à sortir combien de truites? Alors on a pour l'instant 1 an d'existence, donc on est encore en train de finir de roder le système, mais a priori on peut produire dans une exploitation comme celle-ci à peu près 3 tonnes de truites par an. Voilà. Avec tout un système à gérer, d'avoir toujours suffisamment de poissons pour alimenter les plantes qu'on a et suffisamment de plantes pour absorber aussi les effluents des poissons. Donc c'est un équilibre à trouver qui n'est pas facile, mais l'expérience va nous permettre d'affiner nos pratiques en réalité. Bien sûr. Et donc du coup, en prévision de l'année prochaine, peut-être une production de cendres alors? Oui, donc on a déjà produit du cendre cette année. On a eu quelques déboires, c'est un poisson un peu délicat, mais l'année prochaine on va apprendre de nos erreurs et on introduira du cendre à nouveau, qui est un poisson super noble. En plus, du point de vue de la transformation, c'est très facile à transformer par rapport à une truite. Il n'y a pas d'arête, donc les enfants adorent ça. Et puis, c'est un poisson, parfois les clients nous demandent, je ne connais pas ce poisson, mais on ne le connaît pas parce que c'est souvent un poisson réservé aux restaurateurs. En fait, c'est un des meilleurs poissons blancs qui existent. Donc nous, on le produira ici et ce sera du cendre de Versonnet. Ah bah, j'ai hâte de venir le manger. Les céleris, là. Ouais, ça marche bien aussi, ça c'est clair. En fait, il n'y a rien qui marche pas, c'est un peu ça le truc. Bah ouais, c'est un peu tu mets pas un bulbe ou... Et encore que la betterave, j'ai vu que certains y arrivaient. Si vous avez essayé un petit peu. Alors, on a fait tout un tas d'essais. On a essayé de planter des... Vas-y. Oui, je t'en prie. Ça, il faut qu'on enlève ces pots là. Enfin, même si les pots, il n'y a rien qui pousse, ça pousse. Tu les as cueillis il n'y a pas longtemps, ouais? Ouais, ce matin même. Ouais. Il y a de la sève. Ouais, ça c'est dingue. Le mieux, c'est les salades quand on les coupe et qu'il y a de la sève qui continue de couler. Mais tous nos clients, je n'invente pas, tous nos clients nous disent qu'ils les gardent les salades jusqu'à 1 semaine dans le frigo, qu'elles ne bougent pas du tout. En fait, ils enlèvent les feuilles au fur et à mesure qu'ils les consomment et ils laissent la salade entière pendant. Ah oui, mais en plus, tu viens de l'accueillir, donc forcément, oui. Déjà, parce que quand tu achètes ta salade en suivi, Ah, ça c'est clair. les gens ont forcément un peu de Puis, délai. non, on voit des. Il doit y en Et là, avoir. t'as des nids d'oiseaux aussi ou... Non, pas dans celle-là. Dans celle-là, on a des vraies fraises. Des vraies fraises qui sont. Oh là là, merci. Merci Michel, attention, je vais revenir. Hein. Fais gaffe. Un gourmand. Ouais. Mais il faut aussi les suivre bien parce que c'est des fruits très très fragiles qu'il faut récolter très régulièrement. Bien sûr. Ah, c'est bon en plus. Ah là, il y en a une. Oh là là, je peux ça? Tu le vois? Oh. Je te remercie. Super. Puis là, on entre là c'est dans le no man's land parce que on peut pas vraiment. Si tu peux passer en premier parce que tu vas avoir. Oula. J'aime bien l'aventure. Allez, j'y vais. Pour ceux qui sont en appartement, n'ayez pas peur. C'est des plantes. C'est incroyable. Vraiment très chouette. Et là, on sent qu'il fait plus frais ici, malgré la chaleur de la serre, parce qu'il y a vraiment des zones et il y a des microclimats qui se mettent en place.
Et l'évapotranspiration des plantes en fait amène une humidité qui Ça y est, on a fini. Alors là, Impressionnant. on sent bien la tomate là. Ouais. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un microclimat aussi important au sein même Ouais, d'une serre, quoi. Non, c'est vraiment étonnant, hein. Mais apparemment, on n'y a pas passé beaucoup de temps ces derniers temps parce qu'on est rattrapé par la croissance des plantes. Ouais, bien sûr. Excuse-moi Ah. Michel, mais par rapport à tes plein de tomates, t'es presque ridicule. Ouais, bah, elles sont bien à point là, celle-là. Ouais. On utilise ce type de piège pour identifier les insectes ravageurs potentiels parce qu'il y a 3 différentes couleurs, orange, jaune et bleu, et chacune de ces couleurs attire différents types d'insectes. Le bleu donne le signal d'atterrir à pas mal d'insectes, le rouge est appétant parce qu'il pense que c'est un fruit. Et donc nous, ça nous permet de regarder quel type d'insectes il y a dans les cultures pour voir s'il y a des ravageurs dont on voudrait absolument se débarrasser. Bien sûr. On voit ici tout le travail qui a été fait sur le pied pour enlever tous les gourmands au fur et à mesure de la croissance du pied. Mais vous voyez, on n'arrête pas d'en enlever et en fait, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça lui fait pas vraiment de mal, Non. comme on peut le voir. Voilà, une belle grappe Magnifique. bien formée. Puis, ah merde. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. En En fait, fait- coup de cœur un petit peu dans la tomate, qui vraiment c'est explosif. Bah, la noire de Crimée est vraiment délicieuse. Et puis moi j'aime bien la cœur de bœuf surtout parce qu'il n'y a pas du tout de pépins, c'est que de la chair et on peut faire des tranches énormes pour des décorations sous l'assiette, larges en diamètre mais très fines, avec après une mozzarella dessus, un filet d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol qu'on a en boutique qui est produite par Théo Péricard qui est dans le village où on habite, à Chalex. Son père fait du vin bio, c'est le dernier vigneron du Pays de Gex. Et son fils, lui, a mis en place des cultures de tournesol bio, dont il fait une huile qui a un petit goût d'artichaut absolument délicieuse. Il fait de la farine de blé aussi bio. Et nous, notre objectif en créant cet endroit, c'était aussi d'avoir un point de vente qu'on ira peut-être voir tout à l'heure, pour pouvoir distribuer aussi des produits de tous les producteurs locaux. Bien sûr. Et ça c'est plutôt intéressant de pouvoir centraliser un petit peu tout ce qui se fait autour de chez vous. Oui. Et puis tout le monde en profite, leurs produits sont connus, nous les gens ont un choix plus grand et donc tout le monde s'y retrouve en fait, c'est ça qui est agréable. Et puis dans les coups de cœur, il y a nos énormes courgettes là qui ont très peu de pépins et que maintenant, plutôt que de faire au four et farci comme on peut le faire traditionnellement, nous, on coupe des tronçons de 2-3 cm de large au barbecue avec juste imbibé herbe de Provence, huile d'olive, et ça c'est un régal, un régal. Merci d'avoir regardé ce reportage. J'espère que vous avez autant apprécié regarder ce reportage que j'ai apprécié rencontrer Michel, Hélène et leur fils. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, c'est toujours sympa. Et puis n'hésitez pas à réagir en commentaire pour avoir plus de contenu de ce genre. A très vite pour d'autres reportages. Allez, ciao!